Salut les amis du Congo-Brazzaville, les amis du monde entier, les amis d'Afrique centrale. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, à ceux qui sont en Europe. Aussi une bonne soirée à ceux qui sont en Amérique du Nord parce que quasiment nous sommes autour de 5 heures, on peut le dire comme ça. Merci d'être connectés ce soir. Nous sommes arrivés à la connaissance d'un sujet que nous avions pensé très utile à partager avec le peuple congolais. Nous sommes bien dans la journée du 16 avril 2018. De quel sujet allons-nous parler? Nous allons rapidement tourner l'écran pour montrer au peuple congolais exactement de quel sujet nous sommes en train de vouloir parler. Donc, chers amis, nous sommes en train de vouloir parler de ce sujet-là qu'on appelle le fer de Zanaga. Ce qu'ils ont intitulé ici Zanaga Iron Ore. Voilà, donc vous le voyez ici, hein, chers amis, il y a une compagnie qui a été mise en place, cette compagnie qu'on appelle Zanaga Iron Ore Company Limited. C'est une compagnie qui est soi-disant basée dans les îles britanniques, hein, dans les îles britanniques. Et cette compagnie donc s'est décidée depuis novembre 2010 a obtenu le permis d'exploitation, hein, dans ce que nous appelons la préfaisabilité, hein, de ce projet. Comme vous le voyez, il y a déjà pas mal des installations qui ont été installées. Vous le voyez que ce sont des gens qui sont là pour faire le premier travail d'exploration sur ce fer de Zanaga. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ce qui est très nécessaire pour nous, c'est de réellement expliquer l'importance, excusez-moi, je vais simplement mettre, ce qui est très nécessaire pour nous, c'est d'expliquer l'importance de ce projet par rapport au peuple congolais. Le peuple congolais a tendance à regarder que le pétrole, c'est-à-dire le pétrole du Kwilu qui est manigancé par les Nguesso et qui est bradé par les Nguesso, que les Nguesso se sont devenus les plus riches, hein, avec le pétrole du Kwilu. Et à la fin, le département du Kwilu ne retire rien, absolument rien de ce pétrole du Congo. Et là, nous savons que le fer de Zanaga, depuis que nous avons été des petits-enfants au Congo, nous avons parlé de tous ces minerais du Congo, tous ces fers, des potentialités, des minerais que notre pays a. Mais vous voyez que les Nguesso arrivent aujourd'hui à tout brader. On le répète, hein, les Nguesso arrivent aujourd'hui à tout brader dans l'exploitation de tous les minerais. Donc il s'agit du mont Nambemba, parce que nous savons que le mont Nambemba porte des potentialités de plusieurs minerais. Et le fer de Zanaga, que nous avons entendu pendant plusieurs années, avait des grandes potentialités de pouvoir produire, hein, le fer pour le Congo, éventuellement enrichir notre pays et aussi enrichir le département ou la région de l'Alekoumou. Mais c'est quoi réellement le fer de Zanaga? On vous le dit, chers amis, le fer de Zanaga a des potentialités énormes. On parle la capacité, hein, du fer de Zanaga de plus de 75 millions de tonnes par année. Donc on estime, hein, la longévité, hein, de l'exploitation à minimum 30 ans d'exploitation. Bon, maintenant, dans ce projet de préfaisabilité qui a été préétabli, ces compagnies qui ont fait ce travail, bien sûr, hein, avec l'approbation de Denis Sassou Nguesso, ont estimé à la première phase d'exploitation quasiment à plus de 12 000 tonnes d'exploitation par année. Et à la deuxième phase, ils vont donc ajouter 18 000 tonnes, hein, par année. 18 millions de tonnes, quand on parle de millions, 18 millions de tonnes par année. Donc au total, ils vont donc pomper la production du fer de Zanaga à 30 millions de tonnes par année pendant au moins 30 ans d'exploitation. Donc ça, c'est le minimum. Bon, quelles sont les compagnies qui sont impliquées? On va encore vous le dire. On parle ici de Glencore. Hein, Glencore, nous savons que c'est cette grande multinationale qui exploite les minerais quasiment à travers le monde entier. Mais nous connaissons le scandale de Glencore dans plusieurs accords. Hein. Le pétrole congolais, parmi les traders, aussi il y a Glencore qui est impliqué. Glencore est impliqué aussi dans l'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo, dont nous connaissons les catastrophes que nous avons en cours en République démocratique du Congo.
Donc Glencore détient, selon ce qu'on nous explique, 50% de la part, donc des investissements, plus 1% des shares. Donc on peut dire 51%. Vous voyez? Et puis, il y a cette compagnie, mystiquement, qui est basée sur les îles britanniques. Mais nous savons que la plupart des compagnies qui sont basées sur les îles britanniques, et ce sont des compagnies qui sont affiliées à des paradis fiscaux. Écoutez bien ça, peuple du monde entier, démocrate africain, peuple du monde entier. Donc cette compagnie, quand nous fait miroiter la présence, l'existence maintenant d'une nouvelle compagnie que nous ne connaissons pas, qu'on appelle Zanaga Iron Ore Company Limited. Zanaga Iron Ore Company Limited. C'est quoi le projet dans tout ça? Ils ont commencé les études de préfaisabilité, approuvées par le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Ces études de préfaisabilité avaient débuté depuis les années 2010, mais ça a été modifié. Écoutez ça, peuple congolais. Donc, les études de préfaisabilité, au départ, il était question de construire un chemin de fer entre Zanaga jusqu'au port de Pointe-Noire, en haute mer. Vous voyez, chers amis. Mais ça a été changé. Donc, l'objectif ici, pour minimiser les coûts d'exploitation liés à ce fer de Zanaga, ils se sont donc décidés de construire un pipeline de 340 et quelques kilomètres qui part de Zanaga jusqu'au port de Pointe-Noire. Et puis, au niveau du port de Pointe-Noire, on nous parle d'un aménagement, là où le pipeline va venir, va se faire connecter, pour permettre aux gros bateaux de venir se connecter. Donc, ça ne va pas être tout de suite au port de Pointe-Noire, mais ça va être dans la zone haute mer, pour permettre des grosses quantités, le tonnage en grande quantité de ce fer de fer de Zanaga. Donc, on va pomper du fer, l'exploitation du fer, à partir de Zanaga, jusqu'au port de Pointe-Noire, dans la zone haute mer. Et puis, on me dit que cette zone va être gérée par une compagnie privée. Les compagnies privées, vous comprenez que les compagnies privées autour, c'est bien sûr les Nguesso qui ont mis leurs mains là-dessus. Démocrates africains, le plus important pour nous ici, c'est emmener l'alerte auprès du peuple congolais. Nous savons les conséquences du pétrole que nous avons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre toute exploitation des minéraux au Congo-Brazzaville. Mais nous voulons qu'il y ait une clarté. Comme vous voyez que des compagnies étrangères viennent exploiter, mais en réalité, le gouvernement congolais a zéro investissement là-dedans. Écoutez ça, peuple congolais, démocrate africain. Ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire que le fer de Zanaga a été simplement vendu aux compagnies, aux intérêts étrangers. Et dans les intérêts étrangers, vous voyez qu'il y a une compagnie qui s'est créée, qui a pris donc la paternité de l'exploitation de la gestion. Dans ce projet, il est écrit, on va extraire le fer du sol, et il y aura une compagnie qui sera là pour faire la filtration, donc le traitement complet du minerai. Et chers amis, quand le minerai va être envoyé à travers ces pipelines, c'est quasiment un minerai pur, qui sera donc prêt à passer à des procédés qui consistent à obtenir tout le métal que nous voulons. Donc, chers amis, dans ce projet, on nous fait miroiter qu'il y aura 10 000 emplois au commencement, et après, pendant la période d'extraction, il y en aura 3 000 emplois permanents. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, la particularité du minerai du fer du Congo, du fer de Zanaga, c'est de comparer ce fer avec les autres zones d'exploitation à travers le monde entier. Comme vous le voyez ici, chers amis, le fer de Zanaga, c'est celui-là, c'est là. Là, vous avez Zanaga. Là, vous avez un autre minerai à travers le monde. Là, on parle Zanaga Product Specification Comparison. Quand on essaie de comparer le fer de Zanaga en comparaison avec les autres minerais à travers le monde entier, donc vous voyez que le fer du Zanaga est plus riche en fer. Donc c'est le minerai qui sortirait du fer de Zanaga comporterait plus de 60% en acier, en fer. Mais dans les autres nations, vous voyez que c'est 62,5, 65,8, et puis là vous avez 63,5.
Maintenant, si vous voyez du silica, bon, un peu moins riche en comparaison avec cette zone ici qu'on appelle Armersley Fine, tu vois. Maintenant, quand vous voyez l'aluminium, c'est un peu 0,3%. Et puis, en réalité, le fer de Zanaga est beaucoup plus riche en fer. Donc, vous voyez que les capacités énormes. Chers amis africains, le problème avec cette affaire de l'exploitation du fer de Zanaga, c'est que nous faisons face à un régime qui est plombé dans la criminalité, dans la fraude, et dans la corruption. Et même cette compagnie qu'on vient de créer, quand on nous parle du nom de Zanaga, on va vous dire le nom tout à l'heure. Vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous ici, nous aimerons toujours parler avec beaucoup plus de preuves. Le nom qu'on nous fait miroiter de Zanaga Iron Ore Company Limited. Vous voyez bien que ces compagnies-là ont trait à la compagnie dont nous avions mentionné dans le domaine pétrolier qui a été placée entre l'Engeso et des compagnies mères comme Total Eni. La compagnie mise en place par Denis Ngokana et Denis Sassou Nguesso, cette compagnie que nous avons intitulée African Oil and Gas Corporation, cette compagnie qui est un peu la plateforme dans la corruption, le blanchiment d'argent du Congo entre les compagnies pétrolières Total et aussi l'Engeso. Et cette compagnie, Zanaga Iron Ore Company Limited, est aussi équivalente à la compagnie dont nous avions parlé autrefois, que nous avions intitulé World Resources Natural Congo. Tout ça, c'est des compagnies pilotées par l'Engeso. Et nous en sommes aussi convaincus, chers compatriotes démocrates du monde entier, que cette compagnie, qu'on nous fait miroiter ici, Zanaga Iron Ore Company Limited, est aussi bien une fabrication. Donc, vous voyez, chers amis, avec la potentialité de production, pendant 30 ans, de produire, pendant en même temps, je vais juste mettre mon appareil en charge, de produire 30 millions, écoutez bien ça, chers amis, 30 millions de tonnes par année. C'est énorme. Quels sont les revenus qui ressortiront de là? Et quelle est la part du Congo là-dedans? Mais la part du Congo, nous ne voyons pas parce qu'il y a déjà une compagnie qui a été créée sans même que les Congolais soient au courant de ce qui est en train de se passer. Parce que nous sommes très souvent concentrés sur le pétrole congolais. Mais là, nous avions le fer de Zanaga. Vous avez des partenaires qui viennent de partout. On fait des études de pré-faisabilité. Les Congolais ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Au niveau de Zanaga, il y a déjà du matériel qui commence à détruire les forêts pour commencer l'exploitation du fer. Les Congolais ne sont même pas informés. Alors vous voyez que, chers amis, avec encore ce projet qui consiste au lieu que l'État congolais travaille dans un projet pareil, parce qu'on voit la potentialité des minerais pour ce faire, cette potentialité devait toujours attirer des investisseurs à travers le monde entier. Donc le Congo, qu'est-ce que le Congo devait profiter? Ça devait profiter au Congo à pouvoir désengorger toute cette zone-là, le département de la Lukumu, le département de la Bouenza, le département du Niari et aussi le département du Kwilu. Donc, en imposant un chemin de fer, vous voyez que le Congo devait donc créer une grande activité économique qui pouvait donc créer des emplois qui devaient être là pendant plusieurs années. Plusieurs commerçants devaient déjà commencer à venir exploiter la zone. Et troisièmement, nous devons commencer à tirer des investisseurs à travers le monde entier. Donc, on devait se retrouver avec un autre chemin de fer que le Congo devait avoir et qui devait donc rapporter des revenus à l'État congolais. Mais, chers amis, les Nguesso, ils s'en foutent carrément dans tout ce qu'on appelle la création de la richesse au Congo. C'est-à-dire donner des emplois permanents aux Congolais, des emplois qui vont être là pendant des durées indéterminées. Chers amis, vous voyez que les Nguesso, donc, soi-disant, ont approuvé la construction d'un pipeline qui va donc permettre, après avoir extrait le fer du sol, passer au traitement, on arrive à un produit fini. Bien sûr, ça sera
certainement un produit pâteux, hein, comme un peu le sable bituminé qu'on exploite ici au Canada. C'est un produit avec une forte densité qu'on va pomper à travers les pipelines. Et ce produit va donc charger dans des cargos qui viendront donc s'accoster à Pointe-Noire. Et c'est des produits qui partiront donc à l'extérieur. Et le Congo ne va profiter que de quoi? Peut-être quelques taxes qui vont être payées. Et sinon, en réalité, l'exploitation, le Congo n'aura rien. Mais ne vous en faites pas. Les Nguesso sont des gagnants. Et si déjà les Nguesso font partie de cette compagnie Zanaga, Iron Ore Company Limited, vous voyez que les Nguesso auront quasiment 49% qui partira dans leur compte personnel. Voilà pourquoi ces gens-là sont en train de tout faire pour coûte que coûte se maintenir au pouvoir, voir ces projets aller en avant, voir l'exploitation commencer et commencer à recevoir de l'argent que le peuple congolais ne verra pas. Et chers amis, la deuxième partie de notre intervention, c'est de voir l'impact environnemental qui va donc créer la construction de ce pipeline, chers amis. Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent la région de la Lukumu, chers amis, démocrates africains, nous sommes en train, on va vous le présenter à travers cette carte pour que vous compreniez réellement de quoi nous sommes en train de parler ici. Vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde, comme vous le voyez ici, hein, là, ça vous présente un peu hein, la carte du sud du Congo. Là, vous aviez ce fer de Zanaga ici. Hein. Donc, vous voyez que ce pipeline va partir de Zanaga Komono. Et ça va donc avoir un tracé droit. On parle de plus de 340 et quelques kilomètres. Donc, vous voyez que vous avez Zanaga, Komono, Sibiti. Tout ça, c'est la Lukumu. Ça va passer dans les Makabana, autour de Makabana. Ça, c'est sur le Niari. Et éventuellement, ça va continuer dans le Niari et venir à Pointe-Noire. Imaginez, vous avez combien de cours d'eau dans cette trajectoire-là, sur les 340 km, chers amis. Il y a combien de terres arables que nous avions sur cette trajectoire-là, chers amis. Nous avons combien de populations qui ne dépendent que de la vie, de la chasse, de la pêche et de l'agriculture dans toute cette région. Nous savons que les pays du Niari représentent quasiment, on peut le dire, les poumons économiques hein, dans la production des activités agricoles. Imaginez-vous un peu des catastrophes naturelles sur ces pipelines-là. Quelle serait la pollution que nous allons avoir qui va donc arriver à affecter les vies de nos populations dans toute cette zone. Vous voyez, chers amis, quel est l'impact environnemental que ce pipeline-là, parce que, chers amis, le fer, c'est du métal. C'est du métal. Même si on nous parle d'un traitement, il y aura un traitement, nous allons avoir 68% de concentration de fer à l'intérieur. Imaginez un peu s'il y a déversement de ce pipeline-là dans les zones où nos populations font leur culture de manioc, culture d'haricots, ainsi de suite, culture du sakasaka, ainsi de suite. Quels seraient les impacts environnementaux dans ces zones-là? Les eaux que nos populations consomment dans toute cette région. Vous voyez, chers amis, ça représente normalement, chers amis, pour un pays réfléchi, des véritables études environnementales faites par des Congolais. Donc, on va voir des environnementalistes congolais, des géologues congolais, des urbanistes congolais. Vous voyez, chers amis, les organisations de droits de l'homme à l'intérieur pour pouvoir approuver qu'un pipeline puisse être construit pendant 30 ans d'exploitation. Vous n'allez pas nous dire qu'on ne va pas arriver à avoir des déversements qui vont donc arriver à polluer l'environnement de nos citoyens dans cette zone des pays du Niari. Sassou Nguesso s'en fout éperdument du peuple. Et en plus, chers amis, ce qui est déjà vrai, c'est qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a plusieurs troupes de mercenaires étrangers à l'intérieur de Zanaga pour assurer la sécurité de ces travaux préliminaires qui sont en train de se faire. Donc vous voyez que là où nous sommes en train de parler, on peut dire qu'à Zanaga, il y a déjà un camp militaire que Sassou a construit pour éventuellement mater toutes les populations qui sont déjà en train de bouler, parce qu'il faut lui dire que c'est un projet où les populations de Zanaga sont en train de refuser, parce qu'ils se disent que l'activité économique de ce fer ne va jamais profiter aux populations. Au contraire, ça va apporter le malheur. Maintenant, quelles sont les compensations qu'on pouvait arriver à apporter pour convaincre les populations? On pouvait par exemple dire aux populations, on va vous construire un hôpital de renommée, de grande renommée,
qui va donc permettre de soigner les populations. Deuxièmement, on pouvait par exemple proposer aux populations, on va donc vous construire des autoroutes, des grandes routes qui vous permettront de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, donc désengorger la zone, aller vers les zones des communaux, ainsi de suite. On pouvait par exemple proposer aux populations la construction des écoles, éventuellement une industrie qui leur permettrait de commencer à recevoir de l'eau potable, parce que toutes ces populations ne vivent que des eaux des rivières, ils ne vivent que de la pêche, de la cueillette, vous voyez, de la chasse. Et quelles seraient les activités de ces populations dans les jours qui vont venir dans cette zone? Et encore, pour Sassou, c'est une opportunité pour lui de mettre une base militaire à l'intérieur de la Lukumu, qui va lui permettre de commencer à mater les populations des départements de la Lukumu, les populations de Niari, ainsi de suite. Vous voyez que donc, il va avoir une base militaire à Makola, à Dolisie, il a une base militaire, à Oyo, il a une base militaire, il va encore mettre une autre base militaire à côté du Gabon, parce qu'il faut le dire que si vous êtes à Zanaga, vous êtes à quelque part de Bambama, donc à la frontière du Gabon. Donc vous voyez que même cette base militaire qu'il mettra au niveau de Zanaga peut avoir des impacts sur les populations du Gabon. Donc vous voyez que le danger, il est permanent, non pas seulement pour les populations du Congo, dont le secteur sud, mais il est aussi un danger permanent pour les Gabonais, parce que c'est cela, parce que si vous avez une base militaire à votre porte d'entrée, cette base militaire peut être bien utilisée pour venir faire un coup d'État chez vous. Et vous comprenez l'intention de Sassou, c'est clair, c'est d'installer son fils Kiki au Congo, éventuellement son petit-fils qui est né de Edith Bongo, qui aujourd'hui, qu'il a présenté au président russe, son objectif c'est de l'implanter, ce jeune homme, comme président du Gabon. Donc vous voyez que la vision de cet homme, il est grand, mais en réalité les populations n'auront rien. Alors, il y a encore une chose, le département de la Lukumu va profiter de quoi? Quel est le pourcentage qu'on va injecter dans l'exploitation de ce fer pour permettre l'épanouissement du département de la Lukumu? Est-ce qu'il y a-t-il, ils vont construire un hôpital de grande renommée, refaire le lycée de Sibiti, construire on peut le dire, une branche de l'université Marien Wabi dans la Lukumu pour empêcher les enfants de la Lukumu de toutefois aller à Brazzaville pour aller faire les études? Ou refaire les écoles? Non, chers amis. Dans leur programme de faisabilité, tout ça n'a jamais été prévu. Nous avions fait le tour de parcourir tous leurs projets. Vous ne voyez aucun projet d'école, aucun projet d'hôpital, aucun projet pour les structures de l'eau, aucun projet pour les populations. Alors, chers amis démocrates africains, vous voyez que les Nguessos sont là pour énormément s'enrichir, tout simplement s'enrichir. Alors voilà pourquoi, peuple congolais, nous le disons, c'est certainement un bon projet, mais ce projet nécessite encore une réévaluation par les Congolais. C'est cela, chers amis. Les étrangers vont venir faire des évaluations, oui, parce que ça va partir par rapport à leurs intérêts. Et nous, en tant que peuple congolais, pour la sauvegarde de nos populations, la sauvegarde de nos terres, il faut que ce projet puisse être réévalué par les Congolais et approuvé par les Congolais, même par le biais d'un référendum populaire, pour permettre aux populations de voir s'ils sont d'accord ou pas que ce fer soit exploité dans leur département. Ça, c'est très nécessaire. En Occident, c'est ce qui se passe. Et nous, si vous voulez parler de la démocratie, en ce moment-là, les populations ont le droit de s'exprimer. Les emplois qu'on nous fait état, puisqu'ils disent que il y aura la convention mine, mais nous connaissons comment la convention mine fonctionne au Congo. Toutes ces compagnies préliminaires, des compagnies sous-traitantes qui gravitent autour de Total et Eni, ils devaient être normalement dans la convention mine ou dans la convention pétrole. Mais ces compagnies sont toujours payées dans la convention industrie. C'est cela la réalité, chers amis. Parce que nous avons été dans ce domaine, nous voyons ce qui est en train de se passer, chers amis. Jetman Technologies, par exemple, que nous avons travaillé, Jetman Technologies n'est pas dans la convention mine et pétrole. Et pourtant, cette compagnie exploite dans le domaine pétrolier. Jetman Technologies est dans la convention industrie. Donc, vous voyez que les travailleurs congolais ne seront jamais avantagés. Parce que les Nguessos seront toujours là autour. Tout ce monde qui travaille dans des compagnies sous-traitance au niveau de Total et Eni, tout ce monde ne sont pas dans la convention mine. Hein, où on leur crée une convention intermédiaire entre mine et pétrole qui quasiment n'existe pas, mais ils ont créé à travers l'ONEMO, appuyé bien sûr par la magouille au niveau de l'ONEMO, mais toutes ces compagnies ne sont pas dans la convention mine et pétrole. Donc vous voyez que même quand on nous parle que
ils mettront en place les 10 000 employés. Mais, chers amis, ça c'est ce qu'on nous fait parler en papier, mais en réalité, vous verrez qu'ils vont commencer à couper des emplois. En fin de compte, vous aurez, chers amis, plusieurs, ce que nous appelons les expatriés qui viendront à la place des Congolais. Quels sont les plans de formation qu'ils ont préparés pour former les nationaux congolais qui sont capables d'aller travailler, pour privilégier d'abord les Congolais? Quels sont les salaires des Congolais? Oui, chers amis, nous faisons là face à des gens irresponsables parce que, en réalité, c'est l'État congolais qui est perdant. Parce que si vous avez vos employés qui devaient censés bénéficier dans des conventions mines, étant payés dans la convention mine, il y a beaucoup des IRPP, donc les taxes à payer, les taxes qui vont donc profiter, l'État congolais. Vous voyez, chers amis, mais nous faisons face à des gens irresponsables. Ce qui compte pour eux, c'est voler, c'est piller, c'est faire de la coopération avec des compagnies. Ils créent des compagnies satellitaires et ils vont continuer à profiter de la richesse du Congo, ce qui ne va pas profiter au peuple congolais. Voilà pourquoi nous nous disons, donc nous lançons une alerte forte au niveau de Glencore qui apporte 50%. Nous savons que c'est un sujet délicat qui peut même nous coûter la vie. Mais comme on a toujours dit, nous sommes à l'étape de l'esprit, on n'a plus peur de mourir, parce que la mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. Il faut le dire que Glencore doit là prendre la part de sa responsabilité et savoir qu'ils font affaire à un régime illégitime et illégal qui n'a pas le mandat du peuple congolais. Et à la longue, c'est des compagnies qui vont être shut down, comme on dit en anglais. On va s'en foutre éperdument de leurs investissements parce que les populations dans ces régions-là n'ont jamais approuvé. Et quelle est la part du gâteau? Vous voyez qu'aujourd'hui, le Kwilu est complètement abandonné dans l'exploitation. Nous, on avait même eu à proposer chaque baril de pétrole qui est extrait dans le département de Kwilu. On a même dit qu'il faut au moins $1 par dans la construction de Kwilu. C'est cela, chers amis, ce qu'on appelle indexer l'index sur la production pour la ville où le minerai est soustrait. Mais rien n'est fait. Parce que le Kwilu est abandonné, on prend quelques gens pour essayer de le rembrouiller. Éventuellement, ça souvent continue à régner, l'Engue souvent continue à régner. Voilà pourquoi on nous dit, peuple congolais, lèvons-nous. Notre pays a des potentialités, mais il faut des Congolais intègres, des gens qui sont capables de cadrer nos richesses pour éventuellement apporter des revenus à notre pays. Et nous le disons encore aux populations de l'Alekumu, ceux-là qui sont proches du fer de Zanaga, ceux de Zanaga, de Komono, de Mamba, de Sibiti, levez-vous pour bloquer ce projet de l'exploitation de mines de Zanaga parce que ce n'est pas le moment propice pour pouvoir exploiter ce fer sous le régime criminel et dictatorial de Sassou. Le fer va être exploité, mais sous un régime véritablement démocratique et de liberté au Congo. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.